prochain moment de ce live, le moment un peu chronique de Mitsu. Alors, il y a des gens qui se rappellent certainement à une époque, je faisais des chroniques et j'ai décidé de recommencer et cette fois de les faire sur cette chaîne. Donc, ce sera encore une fois tous les mardis, 8h du matin, dans ces lives-là, ces lives matinaux. Et aujourd'hui, je vous ai trouvé quelques petits articles. Alors, vous allez voir, ça va clairement du Coca Light, hein, pour les gens qui ont la ref. Il y a pas mal de choses. C'est de l'actualité, c'est des choses qui se sont passées récemment. Il y a même une petite actualité qui va au niveau de la France. Haha, cocorico les Français. Et on va voir un petit peu ça ensemble. Et donc, c'est parti. Ah, il faut que je remette ma cam. Et attendez, j'avais oublié de la remettre tout à l'heure. Où est-ce que je suis ? Je suis là, voilà, c'est bon. Donc, mesdames et messieurs, première info. Alors celle-là, c'est Fanny qui me l'a envoyée juste avant le live. Et j'ai trouvé ça tellement drôle. Donc là, je vous ai mis... donc là, on est sur Télébiasa News. Téléasa News. Alors, c'est la traduction à partir du japonais que je vous ai mis pour que ce soit plus simple pour vous. Donc voilà, ça risque d'être un petit peu traduit avec le cul. Mais c'est pas grave. C'est pas ça qui est intéressant. Nous avons donc... Hier, donc le 5... Le 5, c'était la reprise au Japon après ce qu'on appelle le Shogatsu. Le Shogatsu, c'est une période de fin d'année jusqu'au début d'année, donc les premiers jours de l'année, qui sont une période de congé pour tout le Japon, si vous voulez. Et donc, là, le 5, hier, lundi, c'était le premier jour de reprise du travail pour tout le monde après les vacances d'hiver, si vous voulez, les vacances de Shogatsu. Et donc, hier... en plein centre de Tokyo. On a donc... non, c'était Kawasaki en plus. On a donc... C'est juste à côté de Tokyo. Un cheval en liberté a été aperçu galopant dans les rues à heure de pointe, provoquant le chaos dans la ville. Alors, il faut regarder la vidéo, mais on est tellement sur une vidéo japonisante, japonaise à la japonaise, c'est génial, regardez-moi ça. Donc hier à Kawasaki, donc la ville de Kawasaki, 7h45 du matin, vous pouviez voir un cheval qui se promène tranquille. Non, c'est pas de l'IA, c'est à cause c'est le framerate de la vidéo. Mais non, c'est pas de l'IA. Qui est suivi par une voiture de police. Mais que s'est-il passé, vous allez me dire ? Donc là, donc là, la personne qui a filmé cette vidéo, qui est devenue virale entre-temps, forcément, elle explique, je crois que c'est dit un petit peu plus loin, voilà, elle a entendu des bruits de sabots, elle a regardé, elle a vu un cheval accompagné d'une voiture de police, donc elle a pris la vidéo et non la photo, petite erreur de traduction. Et... Mais du coup, vous vous dites, mais c'est quoi ce cheval ? Parce que là, on voit, il est habillé, etc. C'est pas n'importe quel cheval, mesdames et messieurs. Les petites musiques à la Samurai Champloo pendant les reportages japonais, j'adore aussi. Les tout le temps. Tout le temps, ils ont ces petites musiques là. Voilà, donc en gros, le cheval, il vient de l'université de Meiji, donc la Meiji Daigaku, qui ont un centre équestre, on appelle ça. Et donc en fait, le cheval, il s'est échappé de l'écurie. Voilà, puis il est parti faire sa petite promenade. Donc là, on le voit au milieu de la route, il bloque tout le monde. J'aime comment il fait ça là, mais genre c'est normal. Les gens ils se retournent à peine, tu sais en mode oh, un cheval. Et au final, il a vraiment fait sa petite promenade pendant 20 minutes et il est retourné à l'université, tranquillou. Voilà, il a juste fait un petit tour. Il avait besoin de se dégourdir. Il est retourné de lui-même dans son écurie. Ça, c'est très drôle parce qu'en fait, du coup, cette année, vous savez, il y a chaque année, c'est un animal différent selon le zodiaque chinois. Et cette année, c'est l'année du cheval.
Et du coup, le fait que l'année commence, c'est-à-dire que là, le Shogatsu se termine et qu'il se passe ce genre de choses, l'année du cheval, forcément, ça a parlé à beaucoup de gens qui ont un petit peu ce type de croyance. Et c'est assez rigolo parce que là, on peut voir un petit peu après, ils ont, ils ont interviewé un petit peu pas mal de gens. Et du coup, il y a voilà, par exemple, la personne qui a filmé la vidéo qui dit c'est l'année du cheval. Donc, j'ai vu ça un petit peu comme un porte-bonheur juste avant d'aller au travail, par exemple. T'as des gens aussi qui disent voilà, c'est l'année du cheval, je vais faire plein de délicieux légumes et de fruits, enfin voilà. Mais c'est juste qu'il y a des gens qui ont pris ça un petit peu comme un signe, en mode bon, c'est l'année du cheval, il y a un cheval qui se promène, voilà, voilà. Mais c'est assez mignon, c'est pour commencer, c'est tout doucement, c'est pour commencer. Mais voilà, c'est le genre de truc un petit peu what the fuck qu'on voit de temps en temps, c'est très 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 mignon. J'ai hâte de voir l'année du tigre. Putain, l'année du dragon, moi je veux voir, moi. L'année du dragon, les gens. Game of Thrones ou rien. Donc, on passe à la suite. Alors, la suite. On va sur un site que j'aime beaucoup, un site qui s'appelle Sora News, qui est très sympa parce qu'il documente vraiment pas mal de choses. Et ils ont souvent des articles très très sympas. Et donc là, ils ont fait un article qui est cool. À quoi ressemblait réellement Shibuya après l'affluence du jour de l'an. Donc vous savez que à la nouvelle année, dans plein de villes à travers le monde, hein, on fait le countdown, on fête le nouvel an. C'est le cas aussi à Tokyo, dont certains quartiers comme Shibuya. Mais il faut savoir qu'avec l'afflux de personnes sur certains moments de l'année, comme Halloween, le Nouvel An, etc. Merci beaucoup pour les follow. Maintenant, c'est un petit peu bloqué. En réalité, c'est-à-dire que comme vous pouvez le voir, il y a des flics un petit peu partout qui disent aux gens en vrai, c'est dangereux qu'il y ait autant de gens, parce qu'on s'est retrouvé avant Covid avec des années où Halloween, Nouvel An, on avait des millions de personnes, tous centrés au même endroit là sur le crossing, etc. Donc ça a commencé à devenir dangereux, ce qui fait que maintenant ils essayent au maximum de faire un petit peu chier les gens en les forçant à bouger. C'est-à-dire que quand il va sur des grosses périodes comme ça, Halloween, Nouvel An, t'es obligé de marcher, t'as pas le droit de t'arrêter, t'as pas le droit de boire de l'alcool à l'extérieur, etc. Donc ils font vraiment en sorte, les flics, que l'expérience soit la moins cool possible pour pas donner envie aux gens de le faire. Mais donc, mine de rien, il y a quand même toujours énormément de gens. Et du coup, voilà, là on a un petit article de Sora News qui nous parle un petit peu de ce qui s'est passé cette année à Shibuya pour le Nouvel An. Et du coup, on va lire ça un petit peu ensemble. Oui, voilà, exactement. Ce qui s'est passé à Itaewon, donc en Corée, il y a quelques années, avec le mouvement de foule qui a malheureusement, voilà, fait ce qui s'est passé. J'essaye d'éviter les mots interdits par Twitch, mais voilà, il y a des gens qui malheureusement n'ont pas survécu à ce mouvement de foule là-bas. Donc c'est vrai que ça, pareil, c'est une réalité que ça a amené beaucoup de quartiers de Tokyo en particulier à se poser la question de qu'est-ce qui se passe si on a un mouvement de foule comme celui-ci. Et à partir de là, ils ont encore plus mis des choses en place pour éviter justement que ça puisse arriver au Japon. Donc, la police gâche l'ambiance festive de ce haut lieu touristique, mais la ville a tout de même ses problèmes. Alors, encore une fois, c'est très mal traduit, hein, mais on va faire au mieux. Pour la plupart des Tokyoïtes, le carrefour de Shibuya est simplement un lieu de passage. Aux yeux des visiteurs, en revanche, les lumières éclatantes et l'effervescence de la foule en font un lieu animé, festif, surtout lors des grandes occasions comme Halloween et le Nouvel An, c'est ce qu'on a dit précédemment. La ville n'apprécie guère les fêtes de rue non officielles et a donc pris des mesures strictes pour encadrer les festivités et éloigner les gens du quartier. Ces restrictions semblant se durcir d'année en année, c'est vrai, c'est de pire en pire. En soi, je comprends moi le pourquoi du comment, encore une fois, hein, parce que c'est vrai que ça peut être extrêmement dangereux si c'est pas maîtrisé. Mais je comprends aussi que ça casse les couilles aux gens qui ont juste envie de faire la fête et fêter le nouvel an, tu vois. Donc. Nous étions curieux de savoir quelle serait la situation avant le lever du soleil du jour de l'an. Par chance, notre reporter Nakazawa Seiji, qui habite à Shibuya, il a décidé d'éviter le quartier bien qu'il ait décidé d'éviter le quartier pendant le décompte de minuit, il s'y est retrouvé en rentrant chez lui vers 2h du matin le 1er janvier. Et donc c'est lui qui a pris quelques petites photos et qui documente un petit peu tout ça. Donc après avoir quitté la gare et être arrivé à la place Hachiko, la première chose qui a attiré son attention, c'était les barricades des policiers. Donc ça, c'est un petit peu ce que je vous ai dit, c'est que sur ce genre de période, donc Halloween, Nouvel An, en fait déjà le crossing il est fermé de manière générale, et donc tu as des barricades un petit peu partout. C'était bien loin de l'ambiance joyeuse et festive du Nouvel An qu'il avait espéré, parce que c'est vrai qu'à une époque, ici,
c'était rempli de monde avec sur l'écran ici, là, le fameux gros écran de Shibuya, le countdown et tout le monde qui faisait la fête, et cetera. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Tandis qu'il continuait à longer la place Hachiko, le bruit incessant des policiers hurlant dans les mégaphones commençait à l'épuiser. Cela donnait lieu à une atmosphère angoissante, presque dystopique, comme si un événement grave était sur le point de se produire et que les autorités faisaient tout leur possible pour l'empêcher. Et ça, c'est vrai que, encore une fois, je comprends. Le but, c'est pas de dire ah, pourquoi ils font ça, c'est cassos, c'est tout. Non, je comprends. Mais c'est vrai que dans les faits, quand il y est, c'est insupportable. C'est que t'as vraiment des mecs avec des mégaphones, donc les flics avec des mégaphones qui te gueulent dessus tout le temps, tout le temps, tout le temps. En mode allez, avancez, allez, on avance, allez, hop, non, on s'arrête pas, madame, hop, t'avances, ouais, avancez, s'il vous plaît, avancez. Et ça, tu l'as à 360 degrés, t'as 10 gars tous les 5 mètres qui gueulent comme ça dans le mégaphone. C'est insupportable. Insupportable. Ça a son effet, hein. Forcément, il y a beaucoup moins de gens qui sont là. Mais c'est vrai que le côté festif de l'époque, on l'a plus du tout, quoi. Ajoutant à cela les voix des autres policiers qui enjoignaient la foule à se disperser, les autorités ont assurément réussi à étouffer toute l'ambiance festive et joyeuse qui aurait pu inciter les gens à s'attarder dans les rues. Bien que Seiji, donc le reporter, se sentit obligé de quitter les lieux au plus vite, il remarqua la présence de nombreux touristes étrangers qui semblaient bavarder et passer un excellent moment ensemble. Donc là, c'est au niveau de la gare. Donc quand vous sortez de la gare, voilà, vous avez Hachiko qui est juste là-bas derrière. Donc vous avez bien ici. Donc là, ils expliquent que du 31 au 1er, voilà, tout ce qui va être autour de Hachiko, etc., ça a été donc clos pour éviter justement les attroupements dans cette zone-là. Les événements de la nuit ayant semblé venir d'un autre monde, Seiji revint après le lever du soleil et à la lumière du jour, il trouva la ville jonchée de détritus. Et ça, on va revenir parce que vous allez voir que ça va être accompagné d'un autre article que j'aimerais vous lire juste après. Mais j'aimerais revenir dessus rapidement parce que on va d'abord lire ça, mais vous allez voir que j'ai pas mal de choses à dire. Donc, ça, c'est Shibuya à. Il dit pas l'heure qu'il était. Bon, très tôt le matin, après du coup cette soirée festive. Donc, on retrouve des mégots de cigarettes, des canettes, des bouteilles vides qui jonchent les abords des magasins fermés, les parcelles de fleurs. Donc voilà, on a c'est un peu dégueulasse. On a des poubelles, des cartons, des machins. C'est pas très propre. Ce qui a vraiment surpris Seiji, c'est l'état des rues après le nettoyage. D'habitude, il s'attendait à trouver autant de déchets avant le passage des éboueurs, mais il semblait que de nombreux petits détritus avaient été laissés sur place, offrant une vue désagréable aux passants. Donc voilà, normalement, c'est vrai que habituellement, le matin, tu as toute une équipe de gens, parfois des bénévoles, surtout après les gros événements, mais aussi toutes les équipes juste de nettoyage qui passent le matin. Et même si dans certains quartiers, comme Shinjuku et un peu Shibuya aussi, c'est vrai que le soir, comme il y a beaucoup de gens qui sortent, on peut retrouver des déchets, etc. C'est vrai que ça peut être un petit peu sale et tout. C'est vrai que le matin, souvent, c'est très rapidement nettoyé. Et au final, pour les gens qui partent au travail, ils arrivent vraiment dans un Shibuya ou dans un Shinjuku qui est assez propre le matin. Là, le niveau de déchets, il était tellement haut que effectivement, même après le passage des agents de nettoyage, etc., il en restait quand même un petit peu. Donc là, selon Seiji, donc selon le reporter, la qualité du nettoyage des rues semble avoir baissé. L'afflux massif de touristes étrangers n'arrange rien, car le personnel et les équipes de nettoyage sont désormais surchargés de travail et doivent gérer un volume horaire déjà très court. Je suis pas très d'accord avec ça, on va revenir dessus après. Néanmoins, les éboueurs ont fait un travail remarquable, en jugé par les montagnes de sacs poubelles qui attendaient d'être ramassés au bord de la route. Donc voilà, on peut voir un petit peu, dans certains endroits, tous les sacs poubelles qui attendent d'être ramassés. Certains quartiers de la ville paraissent plus propres que d'autres, ce qui lui donnait l'espoir pour que certaines personnes se soucient encore du quartier où il habitait. Donc là, on n'est pas loin du méga donkey, etc. Les corbeaux, qui eux, ils sont très contents, hein, parce que le matin, hop, ils vont récupérer les poubelles. Puis c'est eux aussi qui les foutent un petit peu partout. C'est-à-dire, souvent, quand vous allez voir, comme on a pu voir par exemple ici, hein, les détritus par terre, alors oui, il y a des détritus qui ont été jetés par des gens, mais il y a aussi beaucoup de détritus qui ont été sortis des poubelles par nos amis les corbeaux. Et les éboueurs, quand ils passent, ils prennent les poubelles et s'il y a des trucs par terre, ils n'ont pas le temps de les ramasser. Donc au final, ce qui a été foutu par terre par les corbeaux, souvent malheureusement, ça va y rester, quoi. Donc là, on voit, voilà, par exemple, Shibuten Clean. Depuis l'annulation officielle du compte à rebours du Nouvel An à Shibuya, ces 6 dernières années, donc voilà, ça fait 6 ans que le fameux compte à rebours qu'on avait sur l'écran avant, il a été annulé.
L'ambiance y est bien différente. Si la situation semble s'être améliorée en termes de comportement incivique, Shibuya doit encore s'attaquer au problème des déchets laissés le jour de l'an. Et avec une forte présence policière aux abords de minuit, le passage à l'an 2006 a rappelé brutalement que le réveillon du Nouvel An à Shibuya n'est pas sans poser problème. Alors, moi je comprends la vision de la personne qui habite là. J'ai habité à Shibuya aussi, vous le savez, j'habitais dans le centre. Le fait est que euh, le problème que je trouve à ça, c'est qu'aujourd'hui, les premières personnes sur qui on va taper, ça va être les touristes étrangers, etc. Alors que, oui, dans le tas des détritus que vous allez trouver là, il y a une partie qui viennent de certains étrangers, qui s'en battent les couilles, qui jettent leurs trucs, etc. Je vais pas dire que ça n'existe pas, c'est vrai. Mais, vous le voyez venir, il y a une bonne partie des détritus qui viennent des jeunes japonais qui viennent faire la zouave et qui, pareil, ils s'en foutent et ils jettent par terre. Il n'y a pas que les étrangers qui jettent. Ça, c'est faux. Il faut pas mettre ça dans la tête des gens. De un, c'est faux. De deux, c'est dangereux de faire croire ça. Et par exemple, moi, j'habitais juste à côté de ça. Là, vous voyez ici, là, ce Family Mart, c'est le Family Mart le plus proche de là où moi j'habitais. J'habitais juste le bâtiment derrière. Euh, les soirs de week-end, quand je sortais, il y avait toujours des détritus ici. Il y en a toujours eu. C'est pas nouveau. C'est pas un truc récent. Des détritus là, il y en a toujours eu. Parce que la rue, là vous voyez le passage piéton, la rue juste avant de l'endroit où le mec a pris la photo, c'est une rue où tu as des clubs, tu as le club Asia, tu as pas mal de clubs, etc. Et du coup, c'est un passage où il y a beaucoup de gens un peu éméchés qui viennent. Et du coup, c'est un endroit où souvent, tu as des gars qui vont fumer leur club ici, qui vont prendre un truc, qui vont le jeter là. Ou souvent, ici, en fait, tu vas avoir des poubelles, donc ils vont poser au-dessus de la poubelle, et puis au final, ça finit par tomber, se casser la gueule, et ça donne ça. Mais c'est pas quelque chose ni de nouveau, ni d'exceptionnel, ça a toujours été le cas. Et ça l'est d'autant plus, effectivement, les soirs où il y a énormément de passages, comme les soirs du Nouvel An, d'Halloween, tout ça. Mais il faut pas en faire un truc nouveau ou un truc de attention, regardez, depuis qu'il y a les étrangers qui viennent, c'est faux, c'est pas les étrangers qui font ça. Même si dans le tas, il y en a certainement. Mais croyez-moi que des Japonais qui jettent leurs trucs par terre, il y en a aussi, il faut savoir le dire, c'est vrai. Mais en fait, il y a deux choses, moi, qui me gênent là-dedans. C'est qu'en fait, tu as vraiment ce genre de truc, ça amène à deux types de discours. C'est que tu vas avoir les personnes qui vont dire regardez, le Japon, c'était pas comme ça avant, c'est la faute de un tel ou un tel. Alors que c'est pas vrai. Encore une fois, ça a presque toujours existé. Peut-être que t'en as un peu plus qu'avant, parce que tu as plus de passages forcément. Mais le fait de dire que ça n'existait pas avant et que mettant c'est crade, c'était pas crade avant, c'est faux. Ça a toujours été comme ça dans certains endroits. Et après, tu vas avoir l'autre type de discours de gens qui vont dire non, c'est faux. Parce que tout le monde le sait, le Japon, c'est extrêmement propre. Et du coup, en fait, ce genre d'image, ça casse l'image que les gens ont du Japon comme étant un pays où tout est extrêmement propre, etc. Et j'ai envie de vous dire, les deux sont un espèce d'effet loop des deux côtés et qui ne s'accordent pas. C'est que, oui, c'est vrai, mais ça n'empêche que c'est des épiphénomènes, c'est des choses qui arrivent dans certains endroits. Et Shibuya, Shinjuku, Roppongi aussi, par exemple, c'est des quartiers où effectivement on trouve des poubelles par terre, où on trouve des endroits, les soirs où il y a beaucoup de gens qui sortent, un petit peu dégueulasses, c'est vrai. Mais ça n'empêche pas le fait que, d'une manière globale, quand tu prends la globalité du Japon et des quartiers, etc., c'est extrêmement propre. C'est très très propre. Et le fait d'avoir ce type d'exception, ça n'enlève rien au fait que, de manière générale, c'est vrai que au Japon, c'est quand même assez propre. Et l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Et encore une fois, ces endroits-là, on avait pu en parler récemment sur la chaîne YouTube, avec par exemple les graffitis au Japon, etc., où les gens disent « Oh mon Dieu, maintenant il y a des graffitis, avant ça n'existait pas. » Si, ça a toujours existé les graffitis. Il y a des graffitis qui sont documentés depuis les années 70. C'est juste qu'effectivement, ils sont parfois localisés dans certains endroits. Et donc si tu te promènes au global dans le Japon, tu vas pas en voir souvent. Et quand tu vas dans certains quartiers, tu vas en voir. Mais c'est ni nouveau, ni ça n'empêche le fait que, de manière générale, encore une fois, c'est vrai que c'est assez propre un petit peu partout. Voilà. Donc c'est ça, j'avais besoin un petit peu d'en parler parce que je trouve ça pénible, en fait, vraiment, ce deux types de discours qui, en plus, sont un peu contradictoires entre eux. Et il y en a aucun des deux qui est vrai, en fait.
Et c'est un petit peu dommage. Mais donc voilà, pour voir un petit peu en vrai, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je comprends que là, voir des mégots de cigarettes, des emballages comme ça jetés par terre, c'est pas ouf et tout. Mais on parle quand même de la soirée de l'année où il y a certainement, avec Halloween, le plus de gens qui sortent. D'accord? C'est-à-dire que là, on est sur une soirée où il y a quand même, à minima, des centaines de milliers de personnes qui sont sorties, qui ont fait la Java, qui ont été dans des bars, dans des clubs, etc. Il y a pire, non? Ah, je sais pas. Dites-moi, mais il y a pire. Tu pourrais t'attendre vraiment à un chaos total. Oui, c'est pas clean de chez clean avec zéro machin par terre et tout. Encore une fois, ça a jamais été le cas, mais ah, putain, j'ai déjà vu pire des soirs de Nouvel An, quoi. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je suis biaisé? C'est ça. Un lendemain de Nouvel An dans la plus grosse mégalopole mondiale, quoi, les gars. Et vous avez quelques bouteilles à droite à gauche et tout. Et il y a Citron Violet. Vous connaissez Grégoire, Citron Violet, qui fait aussi beaucoup de streams, qui a fait un réel, je crois, et il montre les poubelles le matin du premier à Shinjuku. Et pareil, t'as un entassement de poubelles un petit peu partout. Mais, enfin, je sais pas. Je trouve qu'on fait des gros événements pour au final pas grand-chose non plus, quoi. Comme dit, ça c'est le niveau moyen de déchets à Bruxelles, à Bruxelles pardon, chaque jour. Ouais, mais enfin vraiment, on pourrait s'attendre à pire, quoi. Et moi, j'ai habité dans le centre de Shibuya et je peux vous dire que bah ouais, j'ai vu des trucs comme ça, mais c'est pas. Enfin bon, voilà, voilà. Mais ça nous amène à une chose, c'est qu'on parle souvent des poubelles au Japon. Le fait qu'il n'y a pas de poubelles dans les rues. Et ça vous choque. Ça vraiment, ça vous anime. Vous avez envie de monter, de dire oh, pourquoi il n'y a pas de poubelles? On veut des poubelles. On en a marre de transporter nos trucs toute la journée avec nous. Eh bien écoutez, prochain article. Tokyo instaure de nouvelles amendes contre les déchets jetés dans les quartiers de Shibuya Harajuku et exigera également davantage de poubelles. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Donc encore une fois sur News. Bien écoutez, on va voir un petit peu ce qui va être mis en place. Parce que peut-être que l'année prochaine, on verra beaucoup moins de ça, même les lendemains de grosses soirées. C'est parti. Encore une fois, c'est une traduction automatique, donc je ne vous promets pas la cohérence des phrases, mais on va voir ça ensemble. Le quartier de Shibuya à Tokyo est l'un des plus populaires et des plus fréquentés de la ville. Plus précisément, la partie qui s'étend de la gare de Shibuya, en passant par le célèbre carrefour de Shibuya Scramble, jusqu'à la rue commerçante Center Guy, et ses nombreux magasins, restaurants et pubs, ainsi que les rues adjacentes, qui est envahie de touristes quasiment tous les jours et toutes les nuits de la semaine. C'est ouf qu'ils parlent à ce point-là des touristes. Enfin bon. Depuis la fin de la pandémie de Covid-19 et la levée des restrictions de voyage, Shibuya est devenu particulièrement fréquenté, attirant de nombreux touristes étrangers. Cependant, malgré la multitude d'activités et de sites à découvrir, les rues de Shibuya sont également jonchées de déchets. Face à cette situation, le gouvernement a annoncé un renforcement des arrêtés municipaux avec l'adoption officielle d'une nouvelle amende pour jet de détritus qui entrera prochainement en vigueur. Donc maintenant, il va y avoir des amendes pour les gens qui jettent leurs détritus par terre. Voilà. L'Assemblée de l'arrondissement de Shibuya a entamé les discussions officielles sur les modifications proposées la semaine dernière. Et celles-ci ont été approuvées jeudi. Donc là, on parle de quelque chose, ça date du 19 décembre, donc ça date déjà d'il y a 2-3 semaines. Bien que les zones autour des gares de Shibuya et Harajuku aient connu les plus fortes augmentations de déchets ces dernières années, l'interdiction sera applicable dans tout l'arrondissement de Shibuya. Une partie importante du centre de Tokyo qui comprend également des quartiers de Ebisu, de Yoyogi et certaines parties de la ville dont même de nombreux habitants ignorent l'appartenance à l'arrondissement. Ça, c'est vrai que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure dans le reportage, Shibuya, c'est immense. Ce qui fait que des fois, tu sais pas que telle partie, ça fait partie de Shibuya alors que ça en fait partie en gros. Mais donc là, ce qu'ils ont défini, ça va être donc applicable dans tout l'arrondissement donc de Shibuya et pas uniquement le quartier autour de la gare de Shibuya. En vertu du nouvel arrêté, toute personne surprise en train de jeter des déchets par terre devra s'acquitter d'une amende de 2000 yens. Donc 13 $, donc ouais, 11-12 € quoi.
L'arrondissement de Shibuya indique que l'interdiction sera appliquée 24 heures sur 24 par des agents en patrouille, sans toutefois préciser s'il s'agira d'une équipe dédiée à la lutte contre les déchets ou si le contrôle sera confié aux fonctionnaires en général. C'est vrai que tu vois souvent des petits, des petits, tu vois souvent des personnes qui se promènent et qui viennent te dire attention, si tu fumes n'importe où, non, t'as pas le droit de fumer à cet endroit-là, etc. Donc on voit souvent des petits agents comme ça qui font des petites patrouilles et qui vérifient juste s'il n'y a pas de dinguerie qui se passe. Donc potentiellement, ça peut être eux qui soient habilités à donner ces amendes de 2000 yens. Avec mon fils Naël de 12 ans, si tu peux lui faire un petit coucou. Bonjour Naël. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup de me regarder ensemble, c'est très gentil. Et bonne journée à tous les deux. Le paiement devra être effectué en espèces ou par voie électronique. Je les imagine avec leur TPE dans la rue. Genre, tu veux payer par carte, tu payes comment ton amende? Tiens, vas-y. Je suis sûr qu'ils auront des espèces de TPE ou alors des trucs reliés à leur smartphone, c'est sûr. Laissant supposer que les contrevenants pourraient être tenus de payer leur amende sur place. Oui, bah, dans tous les cas, je pense que c'est comme pour les clopes aujourd'hui. Si on te prend à fumer dans un endroit où tu n'es pas censé fumer, on peut te faire payer une amende sur place. Ouais. L'Assemblée de l'arrondissement de Shibuya a également adopté un nouvel arrêté obligeant les exploitants. Alors là c'est le passage intéressant, parce qu'on parle des poubelles. Donc vous savez qu'au Japon, il y a très peu de poubelles pour différentes raisons. Une des raisons les plus citées, c'est le fameux attentat au gaz sarin dans les métros de Tokyo, il y a de ça un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant, dans les années 90. Ce qui fait que une des raisons pour lesquelles on explique qu'il n'y a pas de poubelles dans les rues, c'est pour éviter justement la tentation de certains groupuscules malveillants de mettre, par exemple, des bombes, ce genre de choses, dans les poubelles. Donc voilà. Il n'y a pas que ça, clairement, parce qu'il y aurait d'autres manières de faire. Mais le fait est que, effectivement, on trouve très peu de poubelles dans les rues, de manière générale, au Japon. Mais donc là, on nous dit que l'arrondissement de Shibuya adopte donc un arrêté qui va obliger les exploitants de supérettes, donc supérettes, entendez combini bien sûr, hein, et des cafés à installer des poubelles publiques. Donc le terme café désignant les établissements proposant des boissons et des aliments à emporter et pas les restaurants. Donc voilà, les restaurants, tu manges sur place, ils n'auront pas cette obligation, mais tous les endroits où tu peux emporter quelque chose à l'extérieur, ils vont donc avoir à partir de maintenant l'obligation de proposer des poubelles aux personnes qui veulent jeter leurs déchets. Cet arrêté s'appliquera uniquement à certains secteurs désignés de Shibuya, comme les abords de la gare de Shibuya, et tout contrevenant s'exposera à une amende de 50 000 yens. Donc en gros, on va demander aux cafés, aux combini, etc. d'avoir des poubelles publiques, et ceux qui ne le font pas devront payer 50 000 yens. Donc 50 000 yens, on est sur un peu plus de 250 euros. Voilà. Donc psychologiquement, on peut avancer qu'une fois le prix fixé, certaines personnes pourraient percevoir l'amende comme une simple contribution facultative, à moins de se soustraire au respect des règles. Donc voilà, il peut très bien y avoir des gens, autant pour les amendes à l'extérieur quand tu jettes ton déchet, que les gens qui doivent installer ces poubelles, qui peuvent se dire c'est pas cher payé pour passer à côté de leur truc à la con, tu vois. Donc imagine, je sais pas moi, les combini en soi, je pense qu'ils vont suivre les règles. Mais un petit café d'un petit papy qui se dit vas-y, la flemme de devoir mettre en place un machin et tout, il peut se dire au fier vas-y, je te paye tes 50 000 yens, 250 euros, tiens, je te les paye, laisse-moi tranquille. Tu vois. Voilà. De plus, si la municipalité de Shibuya cherche à influencer le comportement des touristes étrangers, une amende potentielle de 2000 yens risque de ne pas suffire à dissuader les plus négligents de jeter leurs déchets n'importe où, compte tenu de la faiblesse du yen face aux devises étrangères. C'est ça, c'est que 2000 yens, pour un japonais, c'est 20 balles. Pour un français qui vient, c'est plus 10 balles que 20 balles aujourd'hui. Donc te dire, bon, alors attends, vas-y, j'ai mon truc, je l'ai dans la main depuis 5 heures. Ah, qu'est-ce que j'en fous? Oh, allez, vas-y, tant pis, au pire, je paye 10 balles. Et voilà. Je sais pas. Est-ce que vraiment il y a des cons qui vont penser comme ça? Je ne sais pas. Moi, je pense plus qu'il y a des gens qui seront pas au courant, qui vont se prendre une amende s'ils le jettent et qui vont se retrouver à devoir payer leurs 2000 yens sans le savoir. Mais des gens qui consciemment vont se jeter en disant vas-y, c'est pas très cher payé. Je veux dire, qui va faire ça? Même 10 balles, t'as pas envie de les payer. T'imagines, genre, payer 10 balles pour avoir le droit de jeter ton détritus par terre? Qui va faire ça? Enfin, j'ose espérer qu'on vit dans un monde où les gens ne vont pas faire ça. Je sais pas. Dites-moi un peu ce que vous en pensez.
Enfin, on peut se demander si l'obligation d'installer davantage de poubelles dans certains quartiers, conjuguée à l'instauration d'amendes pour jet de déchets partout, ne risque pas d'encourager une généralisation de cette obligation à l'ensemble de l'arrondissement. Voilà, c'est pas impossible que, si ça fonctionne bien, on retrouve ce style de choses mis en place un petit peu partout, et dans l'arrondissement de Shibuya, et dans d'autres arrondissements, dans d'autres quartiers de Tokyo, dans lesquels on voit dernièrement pas mal de déchets par terre, etc. T'as s'ils mettent ça en place à Shinjuku, mais la mairie de Shinjuku, ils vont s'en mettre plein les fouilles. Oh là là. Parce qu'on parle de Shibuya. Mais en vrai, le vrai quartier où il y a des détritus partout, c'est Kabukicho à Shibuya, clairement. C'est Kabukicho à Shinjuku, pardon. Cela dit, les avertissements sévères n'ont pas suffi à maintenir la propreté de Shibuya et on espère que ces nouvelles règles permettront de jeter davantage de déchets dans les poubelles appropriées ou de les ramener chez soi au lieu de les laisser dans la rue. L'ordonnance exigeant la présence de poubelles dans les dépanneurs et les cafés entrera en vigueur le 1er avril. Donc voilà, vous êtes au courant. À partir du 1er avril, si vous jetez votre papier par terre, 2000 yens. Glah. Et les amendes pour jet de déchets seront applicables. Ah non, ok. Les poubelles. Je suis désolé, je me reprends. La mise en place des poubelles par les combini et par les cafés, c'est le 1er avril. Par contre, c'est à partir du 1er juin pour les amendes des personnes qui jettent leurs déchets en extérieur. Voilà, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne mesure? Est-ce que vous pensez que ça ne sert à rien? Dites-moi un petit peu. Il lit pas souvent le chat. C'est pas ça, c'est que là, je lisais d'abord l'article. Là, maintenant, on est ensemble et là, maintenant, je vous écoute. Donc, jusqu'en juin, c'est open bar, c'est ça. Moi, j'imagine les gens qui sont en mode vas-y, jusqu'à juin, on est tranquille, let's go. Ça ne me choque pas trop en vrai. En soi, je comprends. Je comprends qu'on mette des choses comme ça en place. Les amendes, oui, la mesure est bancale, c'est ça. Tu sens qu'ils se cherchent encore. Ils n'ont pas encore la solution parfaite. Mais écoutez, les choses évoluent. Est-ce qu'on va arriver au final avec un... Moi, personnellement, pour vous donner mon avis à moi sur les fameuses poubelles au Japon, ça n'a jamais été un souci de mon côté. C'est très rare le nombre de fois où je me suis retrouvé avec des déchets à me dire ah ouais. La plupart du temps, bah, si j'ai par exemple des bouteilles plastiques ou des trucs comme ça, bah, tu trouves assez souvent des poubelles où tu peux les jeter, que ce soit autour des Jidoranbaiki, donc des machines à boissons, etc. Souvent autour, tu vas trouver des petites poubelles, tout ça. Donc, ça, au final, tu trouves toujours un endroit où le jeter. Les petits déchets que tu peux avoir quand tu vas dans des magasins, etc. Au final, autour des magasins ou dans les magasins, il y a déjà souvent des poubelles. Donc c'est très rare en fait que je me retrouve vraiment avec un truc en mode ah je sais pas où le jeter et dans le pire des cas bah, je le fous dans mon sac à dos ou dans ma poche et puis bah, j'attends de trouver un endroit. Donc personnellement j'ai jamais trop compris ce truc de ah mon dieu il y a pas de poubelle comment on fait. Je pense plus que c'est une différence culturelle de gens qui sont habitués à ce que chacun de leurs déchets ils les jettent dans les poubelles qu'on retrouve tous les 20 mètres dans la rue à Paris par exemple, etc. Et que quand tu n'as plus ce truc auquel tu es habitué, bah t'as pas l'autre solution qui est bah, d'aller soit dans les magasins où il y a des poubelles, soit de garder un peu les déchets et de les jeter plus tard. C'est pas quelque chose qui te vient en tête parce que c'est pas quelque chose auquel t'es habitué, tu vois. Donc pour moi, c'est vraiment juste des soucis d'habitude, de comportement, et c'est pas un vrai souci en soi. C'est-à-dire que les Japonais, ils se plaignent pas qu'il y a pas de poubelle, par exemple. Si c'était un souci structurel, si c'était un souci vraiment, oh mon Dieu, c'est pas normal que les Japonais aussi ils se plaindraient, ils diraient mais putain, on a envie d'avoir des poubelles. Les Japonais ils s'en battent les couilles parce qu'on est habitué ici à ce que bah, quand on a des déchets, on les soit on trouve un endroit pour les jeter, soit on les ramène chez nous, on les jette dans nos poubelles à nous. Et ça n'a jamais été un souci en soi pour personne, tu vois. Oui, ça, et surtout que dans un endroit, imaginez-vous Shibuya. Si Shibuya instaure des vraies poubelles publiques, vous voyez, genre les poubelles rondes, là, comme vous avez à Paris, etc. C'est des poubelles qui vont saturer à 8h30 du matin. Et donc, on doit avoir des gens qui vont passer toute leur journée, toutes les demi-heures ou toutes les heures, à venir changer les poubelles en permanence. C'est ingérable aussi, tu vois. Tu peux pas, dans des quartiers avec autant de visiteurs, mettre des poubelles publiques. C'est très compliqué. Perso, au Japon, j'ai rapidement pris le pli d'avoir un sac plastique dans mon sac et de vider ça à l'appart hôtel. Oui, par exemple, ouais.
Ou alors quand tu vas au combini, tu prends un petit sachet ou si tu un éco-bag, c'est mieux forcément. Mais dans le pire des cas, tu prends un petit sachet, tu sais que tes trucs à la fin, tu les mets dedans, tu fermes ton sac, tu laisses ça dans ton sac à dos et tu le jettes un peu plus tard, par exemple. Pareil, on avait notre petit sac, dans le sac à dos easy, mais on avait des amis avec nous pour qui c'était une réelle panique au début de pas savoir comment s'en débarrasser. OK. Je fais la même chose, j'ai toujours pris un petit sachet dans mon sac au cas où. Bah, voilà, c'est ça, ouais. Imagine traîner un sac toute la journée. C'est clair que malgré le nombre de poubelles en France, ça arrive souvent qu'il y ait juste des poubelles débordantes ou des déchets un peu partout, c'est ça. Puis souvent, en plus, la poubelle amène la poubelle. Vous savez ce truc où quand tu as une poubelle publique, quand elle déborde, ça va pas empêcher les gens de jeter quand même leurs détritus. Ils disent: «Bon, bah, la pou comment dire? L'air autour de la poubelle, c'est toujours la poubelle. Donc si je place mon détritus à côté de la poubelle, ça compte. Sauf que du coup, plus tu vas poser de choses, plus cette aire, elle va grossir et à la fin, tu te retrouves avec une montagne de détritus parce que cet endroit, c'est considéré comme étant, bah, l'endroit où tu jettes ton déchet, tu vois? Donc c'est vrai qu'au final, souvent, malheureusement, c'est paradoxal, hein, mais avoir une poubelle à l'extérieur, ça amène à ce que ce soit encore plus crade. Et d'ailleurs, vous le voyez, hein, dans les rues, au Japon, je sais pas si là on a un exemple, peut-être plus tout à l'heure. Mais souvent, voilà, c'est quand vous avez par exemple ici des poubelles, que les gens, ils vont venir jeter leurs trucs à côté parce qu'ils disent: «Bon voilà, ici c'est voilà, ça c'est une poubelle ça. Ouais, du coup ici c'est un petit peu la poubelle aussi, non?» Et du coup les gens ils vont jeter leurs trucs autour. Et c'est le genre de choses qu'on retrouve assez souvent, tu vois? Là, il suffit qu'il y en ait un qui jette un truc et puis, bah, les gens ils vont se dire: «Bon, bah, il y a déjà un déchet. Autour, c'est un truc à déchet du coup, donc on va le jeter là». C'est psychologique, hein, mais les gens fonctionnent comme ça. Voilà, tu vois là, hop, là tu as les poubelles ici. Bah, les gens ils se disent: «Bon, alors là les poubelles, elles sont scellées, elles sont dans des sacs poubelles, elles sont en dessous du petit filet pour voilà. Mais du coup, si je pose mon déchet là, bon ça passe aussi, c'est pas extrêmement grave. Ça reste quand même le lieu de la poubelle». Et au final, on n'en finit jamais. Au final, on n'en finit putain de jamais. Donc c'est vrai que c'est un vrai souci. Comment on gère ce genre de choses, tu vois? Soyons honnêtes, on n'a jamais une tonne de choses à jeter. Il y a les combini, les poubelles. Bah, moi, personnellement, je suis cette team-là. Moi, ça m'a jamais posé problème. Donc, quand je vois des gens qui font des TikTok en mode «Ah, au Japon, il n'y a pas de poubelle dans les rues», moi, j'ai toujours envie de dire «Est-ce que vraiment tu as besoin d'une poubelle, frérot?» Alors, je sais pas, si tu achètes un truc au combini, déjà, tu as la poubelle du combini. Si tu achètes un truc dans un grand magasin, tu as la poubelle du grand magasin. Et après, bah, le reste, à la limite, si ouais, tu t'es acheté une petite bouteille, que tu as gardée pendant plusieurs heures et hop, là, tu viens de la finir, bah, dans le pire des cas, tu la mets dans ton sac, frérot. C'est pas très grave, tu vois? T'as as pas besoin de te décharger les poches au point que ce soit problématique normalement. Enfin, je sais pas. Je suppose qu'il y a des cas où effectivement c'est compliqué. Mais en 15 ans de Japon, j'ai jamais trouvé ça, complexe de mon côté. Là, je vous donne mon avis à moi, hein, je veux pas en faire une généralité, mais je trouve qu'on fait d'un tout petit truc un énorme problème des fois. L'avantage, si c'est déjà tout regroupé, c'est plus facile de tout ouais, mais le problème, c'est que, voilà, par exemple, typiquement, là, si tu prends cet exemple-là, encore une fois, là, ces poubelles-là, elles sont dans des sacs, d'accord? Donc quand le camion poubelle, il passe, lui, il récupère le sac, le sac, le sac, le sac. Tous ces détritus par terre, un à un. Il va pas, le mec, il a pas le temps. Il va pas aller les ramasser un par un comme ça. Il va pas aller ramasser les canettes. Il va pas aller. Surtout que c'est pas trié la plupart du temps. C'est-à-dire que là, ici, ça va être des détritus euh, qui se recyclent ou qui se crament ou peu importe. Mais du coup, par exemple, si là, tu vas avoir des bouteilles en plastique, si tu vas avoir des canettes, etc., c'est des trucs qui vont pas dans les mêmes poubelles. Donc, du coup, les mecs qui viennent ramasser des détritus particuliers, ils vont pas ramasser le reste. Et du coup, au final, bah, tu te retrouves, une fois que ça c'est parti, avec que des détritus par terre. Et c'est ça qui amène avec ce genre de choses. Ça, là, c'est des détritus qui n'étaient pas dans des poubelles spécifiques et qui sont restés par terre. Donc, merci beaucoup à Naiko. Naiko qui a pris un abonnement Prime. Merci beaucoup, c'est adorable. Ouais, mince, t'as vu ça, il a sub. Mais donc voilà, écoutez, pour les poubelles, on se tient au jus un petit peu de comment ça va évoluer tout ça. Voilà, voilà. Ensuite, on change, mesdames et messieurs. On passe à ça. Alors ça, oh là là, j'adore. Ça vraiment, c'est encore une fois le Japon. Le Japon, le what the fuck Japan. Donc là, on revient sur la fin d'année. Pareil, je vous ai mis ça, hein, c'est une traduction automatique, donc faites pas attention à la manière dont c'est traduit. Mais je trouve ça génial. C'est qu'en gros, pour la fin d'année, pour le nouvel an, il se passe toujours des choses à la télévision.
Vous avez une grosse émission qui est une émission musicale sur laquelle tu as toujours plein d'artistes japonais qui viennent, qui font des chansons. Et puis du coup, tu as le countdown à la fin avec le passage à la nouvelle année. Je pense qu'il y a la même chose dans tous les pays. Voilà. Mais il y a toujours d'autres choses, d'autres petits trucs qui sont mis en place un petit peu à droite à gauche. Et là, on a eu, mais moi je trouve ça génial, Tokyo MX, qui est donc une chaîne du câble japonais, qui, comme film de fin d'année, ils ont mis Ring 2. Donc vous connaissez les films Ring, les fameux films avec les cassettes hantées, etc. Et on a un moine bouddhiste qui, en rediffusion sur YouTube, en même temps que le film était projeté à la télévision, il est venu pour faire des prières. J'adore. Il est revenu pour faire des prières et réciter des sutras à chaque fois qu'une personne dans le film décède. Je trouve ça génial. Et du coup, le 31 décembre, on a donc eu le film Ring 2 qui a été projeté, donc encore une fois, sur la chaîne Tokyo MX, avec en direct sur YouTube ce monsieur qui est juste là. Donc on voit que voilà, le live il dure 2 heures, un peu plus de 2 heures. Et là, j'ai trouvé un des passages où on a, par exemple, une personne qui décède. Et je vous laisse admirer la performance du monsieur. C'est génial. Mais en plus, il est extrêmement drôle. Hein. C'est un moine, mais il est très, très drôle. Il est assez connu, il passe souvent à la télé parce que c'est un moine qui, justement, joue avec ce côté « je suis un moine, mais j'ai quand même de l'humour et j'ai quand même beaucoup de comment on dit, pas d'autocritique, mais d'autodérision. » Et du coup, voilà. À un moment où quelqu'un meurt pendant le film, こんな編集機もうないですよね。ちょっとお願いします。何ですかこのカカカカカって何ですもうかやってないですね。 allez, c'est parti. 完全女無物病物運用物炎仏法総炎上落画上長で完全女棒で完全天然重心機天然風鈴子 MX はもうビデオテープ卒業したんですねとっくに Voilà. Et donc, on a ça pendant 2 heures. Pendant 2 heures, on a ce mec avec un gars de la chaîne de télé qui font du commentary en direct du film avec à chaque fois que quelqu'un meurt, et ben, le moine qui vient faire qui vient réciter ses sutras. Franchement, c'est génial. J'ai regardé 5 minutes tout à l'heure. C'est très, très, très rigolo et c'est rigolo qu'ils aient mis ça en place, quoi. Putain. Mais donc voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on a des équivalents je me rends pas compte. Est-ce qu'on a des équivalents de ce genre de choses en France ou en Belgique, en Suisse, au Québec ? Je sais pas. Est-ce que ça se fait, par exemple, d'avoir des commentaries en direct, sans forcément que ce soit un truc comme ça, soit religieux, mais avoir des commentaries en direct pendant que le film est projeté à la télé ou quoi ? J'ai jamais vu ça, moi. Je suis bosniaque, c'est 50-60% la même langue et les mêmes mots. Oh, incroyable. On n'a jamais de react en français. Ouais, moi, c'est la première fois que je voyais ça, je vous avoue. C'est pas quelque chose que je vois souvent, mais j'ai trouvé ça très, très rigolo, le côté, justement, le moine qui vient réciter ses sutras à la télévision. Putain. 完全天然重心機天然風鈴子なんかちょっとワンフレーズ飛ばしちゃった気がするけど Même lui, il avoue qu'il s'est planté sur ses phrases. Mais du coup, voilà. Assez rigolo, quoi. Un genre de truc qu'on peut retrouver au Japon. Et donc, on arrive sur, pour aujourd'hui en tout cas, dernier petit truc. Alors, vous savez qu'à l'époque où je faisais... Attends, je vais revenir une seconde sur l'écran principal. Vous savez qu'à l'époque où je faisais mes chroniques, il y a un thème en particulier qui revenait assez souvent parce que je trouvais ça juste intéressant. C'est même pas spécialement que je suis fan ou quoi. C'est juste que il y a souvent de l'actualité à ce niveau-là. Du coup, j'en parlais assez souvent. Est-ce que vous l'avez ? Dites-moi. Est-ce que vous avez ce thème qui revenait très souvent quand je faisais des chroniques ? Je sais qu'il y a des gens qui l'ont parce qu'il y a des gens souvent qui me le disent. Le Combini, non. Je parle très peu du Combini en général. Je parle pas beaucoup du Combini. C'est pas le Combini, non. Les TV shows, non. C'est pas les TV shows, non. C'est pas quelque chose de exclusif japonais. C'est juste que c'est cool de voir comment ça se passe du côté du Japon. C'est un endroit où les gens vont, c'est un endroit où on s'amuse. Est-ce que vous l'avez ? Tenga. Effectivement, on s'amuse avec Tenga, mais non, c'est pas ça. Non, c'est pas les onsen, non.
Les karaokés, non. Putain, mais vous regardiez à l'époque mes chroniques ou pas? Les bars, mais je parle jamais de ça. Les hosts, mais je parle jamais de ça, putain. Non. Mais non, pas du tout. Non, bon, je vous le dis parce que vous l'avez pas. Les parcs d'attractions. Vous savez qu'à l'époque, je parlais souvent des parcs d'attractions parce qu'on a plein de parcs d'attractions au Japon sur tout un tas de thèmes. Et du coup, souvent, je vous faisais l'actualité en mode, il y a tel parc qui va ouvrir, il y a tel parc qui a ajouté ça, etc., etc. Et donc, j'aimerais revenir un petit peu à ça parce que je vous parlais souvent de ça à l'époque. Et là, on a une nouveauté. Vous en avez peut-être entendu parler. Vous en avez peut-être entendu parler. Mais s'il y a des amoureux parmi vous de Naruto, oh là là, on a lancé le mot. Naruto. Est-ce qu'il y a des fans parmi vous de Naruto? Vous allez être extrêmement heureux puisque il est annoncé que en Provence, dans le parc Picsou, non c'est pas Picsou, c'est Spirou, pardon, dans le parc Spirou, va être développée une zone Naruto. Donc il va y avoir la vraie zone Naruto développée dans le parc Spirou en France. Et c'est incroyable. Donc on a déjà les premières images à peu près de ce qui va être construit. Et hop, on va aller un petit peu plus ici sur le site Naruto officiel. Donc le monde de Naruto arrive dans le sud de la France au parc Spirou en Provence. Et donc on peut voir donc Konoha Land qui va être développé. Donc le village Hidden in the Leaves, je ne sais pas comment c'est en français, prend vie. Ce vaste domaine de 1,5 hectare comprend une grande variété d'attractions et de points d'intérêt que vous pourrez découvrir qu'ici et qui vous attendent. Et donc là, on a un petit aperçu déjà de quelques attractions que vous allez pouvoir y retrouver. On a par exemple Kyubi Unchained, donc Kyubi déchaîné, dans le premier sens du terme. Et donc là, c'est une espèce de montagne russe, j'ai l'impression. C'est quoi du coup? C'est tu montes tout en haut et ça redescend d'un coup. Donc là, on va avoir une espèce de montagne russe Kyubi. En vrai, je trouve très joli. C'est très joliment fait. Affronter le chakra du démon renard à 9 tails déchaîné. Donc le démon renard à 9 queues. Je sais pas pourquoi ils traduisent une partie et pas l'autre. Ces montagnes russes font plus d'1 kilomètre de long, atteignent une vitesse maximale de 75 km/h et proposent une chute de 30 mètres. De plus, elles comportent une section où les passagers voyagent en marche arrière. Vivez vous-même le combat héroïque contre le démon renard à 9 queues. Donc voilà. Les mix improbables. Ouais, tu t'attends pas, hein. Spirou fois Naruto, tu t'y attends pas. Mais après, c'est pas la première fois que le parc Spirou reçoit des licences hors BD franco-belge. Ensuite, on a le Rasengan Chakra Rotation. Donc là, c'est... je pense que c'est un espèce de manège qui tourne comme ça. Bon, en soi, ils ont donné un petit peu le style Naruto, mais c'est le genre de manège que tu retrouves aux fêtes foraines de chez ta mamie. Enfin, j'ai l'impression. Hein. À moins vraiment qu'il lui donne un truc très spécial, mais après, c'est joli en soi. C'est joli, le petit kunai, etc. Là, pourquoi pas. Donc là, avec 4 bras pivotants supportant des nacelles pouvant accueillir un total de 32 passagers, vous aussi pourrez vivre le frisson de la maîtrise du contrôle des chakras. Je sais pas si c'est très bien traduit, mais du coup, là, c'est 2 attractions. Bon, là, c'est plus attraction à sensation forte en soi. Et ensuite, le plus intéressant, je pense, si vous y allez, plus que les attractions qui, au final, c'est une montagne russe et une attraction à sensation forte, c'est un truc assez classique. Ça va être surtout qu'ils vont recréer le village. Et ça, c'est cool parce qu'on a un exemple déjà de ce que ça peut donner. On va revenir dessus juste après. Mais donc voilà, on aura la fameuse porte de Konoha, juste ici, avec le 1, voilà, qui va être recréé. Il y aura le terrain d'examen Chunin qui va être recréé aussi, avec certainement des espèces de parcours du combattant que vous allez pouvoir faire sur place, etc. Bon, ce sera peut-être un petit peu plus pour les enfants, je suppose, que pour les adultes. Il y aura les statues des personnages grandeur nature, 10 au total. Donc là, moi j'ai regardé que j'ai pas regardé Naruto Shippuden. Donc là, on a quoi? On a Naruto, ça c'est quoi? C'est Orochimaru, je crois, si je dis pas de conneries.
Il y aura plein d'autres endroits amusants à voir. Monument de l'Hokage, bureau du Hokage aussi, zone d'entraînement nostalgique de l'équipe Kakashi avec ses 3 poteaux en bois. Il y aura un ramen Ichiraku. Alors, il faudra voir si le ramen il est bon. La boutique de Dango. Et on a un message particulier du représentant du média Participation, le groupe qui va diffuser Naruto le manga anime en France, qui nous dit donc: il y a plus de 20 ans, Naruto a bouleversé nos vies et marqué durablement la culture française. Aujourd'hui, grâce à l'expérience immersive Naruto Konoha Land, les liens uniques tissés par l'histoire originale prennent vie. Nous invitons les fans du monde entier à vivre cette aventure unique. Nous vous promettons une expérience inoubliable. Enfin, nous tenons à exprimer nos plus sincères remerciements et notre profonde reconnaissance à Monsieur Kishimoto, l'homme qui a créé cette merveilleuse histoire. Et donc ça ouvre cette année, en 2026. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui ont prévu d'y aller peut-être? Dites-moi un petit peu. Alors, encore une fois, ça fera partie du parc Spirou, hein, donc c'est pas un parc Naruto en soi, c'est une zone, un peu comme quand vous allez à Disney, hein, vous avez des zones. Là, ce sera la zone Naruto dans le parc Spirou. Ah oui, ok, ouais, ils ont traduit Konoha, quoi. Konoha Gakure, ok, ouais. Je comprenais pas pourquoi c'était traduit comme ça, mais effectivement. Ça va être le cas comme à Disney, ouais, c'est ça, c'est ça. Un peu comme quand vous avez la zone Reine des Neiges là, qui va ouvrir, ou la zone Star Wars où vous avez plein de trucs, là vous aurez la zone Naruto, quoi. Non, ça donne envie, mais j'aime pas les sensations fortes. Le feed, ça va finir en Spirou Uzumaki. Jamais allé à Disney. Attends, t'es jamais allé à Disney, Marion? T'es jamais allé à Disney? Ouah, c'est fou. Parce que sans faire les sensations fortes, t'as plein de choses à faire dans les parcs. T'as pas que les attractions à sensations fortes, t'as plein de choses. Mais jamais allé. Ok. Ah, c'est ouf. Moi, j'aime bien aller, par exemple, ici, on a deux parcs Disney qui sont vraiment cool. On a Disneyland et Disney Sea. Et sans forcément faire les attractions, juste y aller, il y a tellement de choses. Genre l'endroit, l'ambiance est cool, quoi. J'ai pas envie, sauf pour ma fille, ok. J'ai choqué du monde, jamais vu Naruto. Moi, je t'ai dit, j'ai vu quand j'étais collégien, j'ai vu le début. Et Shippuden, j'ai jamais regardé, donc. Astérie, j'y suis déjà allé, par contre, ok. Ah, c'est rigolo, il y a moins de gens que ce que je pensais qui sont intéressés par les parcs d'attractions. Mais du coup, pourquoi je vous parle de ça? Parce que, alors, autant ces attractions-là, ça, et le Rasengan, là, ça. Autant ça, bon, je sais pas trop. Par contre, ça, là, ce petit village à visiter, etc., ça peut être sympa. Et je vous dis ça en connaissance de cause, parce qu'au Japon, il existe déjà. Dans un parc qui s'appelle Fujiku Highland, auquel je suis déjà allé. Je vous avais fait une vidéo à l'époque, c'était la première vidéo avec Fanny. Et donc nous, on l'a déjà en fait, Konoha, qui est juste là. Et donc on a déjà plein de zones. Alors ce sera, je sais pas si celle en France sera aussi fournie, même si en soi c'est pas immense hein, dans Fujiku. Mais on a la zone Naruto dans Fujiku, qui correspond pareil, c'est-à-dire qu'on a la petite porte à l'entrée, etc. Et après, on a quelques petites attractions, tout ça, mais c'est surtout le fait d'être dans le village qui est sympa, parce que tu es vraiment au milieu du village que tu vois habituellement dans l'animé, dans les mangas, tout ça. Donc c'est surtout l'ambiance en fait qui est sympa. Et donc nous, ici au Japon, on a plein de petites attractions que tu peux faire. Donc là, voilà, vous avez une attraction, c'est du shooting, un truc assez classique. Vous avez des petits trucs comme ça, là, en mode carnaval un petit peu. Fête foraine où c'est plein de petits. Vous avez des kunai, vous avez des shurikens, tout ça, et du coup vous avez plein de petits jeux pour essayer de gagner des peluches et tout. Vous avez une espèce de théâtre 180 degrés, comme on peut voir ici. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. Vous avez aussi le ramen, voilà, Ichiraku, qui va être mis en place. Et du coup, en fait, moi, quand j'ai lu la news sur Naruto, là, donc je regarde, en France, on nous dit dans le village. Ils vont mettre en place monument de l'Hokage, bureau de l'Hokage, zone d'entraînement, Ichiraku Ramen, boutique de Dango. Et je me dis, en fait, ils vont refaire la même chose que nous, on a ici. Et c'est cool parce que je sais qu'il y a des gens fans de Naruto qui parfois vont à Fujiku uniquement pour ce petit truc-là. Et le fait de savoir que ils pourront l'avoir même en France sans avoir forcément à bouger jusqu'au Japon, c'est sympa. Donc pareil, on a des petits yakitori, on a Gamakichi qui est juste là.
les petites boutiques avec des omiyage, voilà, voilà. Donc c'est quelque chose que nous, on a déjà en fait. Ah, ça, je savais pas par contre. Dans le Highland Resort, ils ont même des chambres Naruto. Ah, ça, j'étais pas au courant. En vrai, ça a l'air sympa. Avec le mont Fuji derrière. Oh, parce que le truc principal quand même de Fuji-Q Island, c'est le fait que le parc se situe juste à côté du mont Fuji. Donc vous voyez le mont Fuji quand vous y êtes. Et là, vous avez des chambres comme ça avec la petite vue sur le mont Fuji et tout. Là, le côté un petit peu japonisant. Bon, ça fait un petit peu Kikulol, Kikujap avec Naruto sur le. Bon, en vrai, c'est sympa. Les chambres, elles ont l'air jolies. En vrai, t'emmènes ton gosse fan de Naruto ici, il passe la meilleure nuit de sa life, quoi. C'est génial. Franchement. C'est un petit peu comme les hôtels Marvel à Disney, tu vois. Et du coup, ici, on a aussi voilà, certaines lignes de train aux couleurs de Naruto, tout ça, tout ça. Mais voilà, du coup, vous allez pouvoir avoir peut-être l'équivalent, il faudra voir quand ça va sortir, hein. Mais voilà, ce genre de choses-là, vous allez pouvoir l'avoir directement en France, en Provence, du côté du parc Spirou. Qu'est-ce que vous en pensez encore une fois? Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou vraiment balèque total? Est-ce que vous emmèneriez bien un pote fan de Naruto, vos enfants? Dites-moi. Mitsu Pitié, souhaite-moi une bonne année pleine de chance comparée à 2025. Mister Zenoka, je te souhaite une bonne année pleine de chance comparée à 2025. Et on est ensemble, regarde, hop, on est ensemble. Souhaite-moi aussi une bonne année parce que j'ai beaucoup de choses à faire cette année. J'ai un gros programme. Pas fan de Naruto, OZF, ok. Idem, ok. Pas fan. Putain, c'est fou. C'est rigolo parce que je me rends compte à quel point j'ai une commu qui me ressemble. Je vais vous expliquer pourquoi. Je pense dans le milieu, on va dire, de l'influence japonisante, donc les youtubeurs, streamers Japon, je pense que je suis la personne la moins intéressée par les animés et les mangas. Tu vois, vraiment, il y a des trucs que j'aime bien, hein, mais c'est pas mon hobby principal. J'ai plein de choses qui, dans la vie de tous les jours, m'intéressent beaucoup plus que ça, tu vois. Et du coup, moi, quand je vois ce genre de truc, je me sens pas touché spécialement. Je suis en mode, mais par contre, je me dis, c'est cool pour les gens qui kiffent, quoi. Et du coup, je me rends compte qu'au final, bah là, j'ai plutôt des gens qui sont un peu comme moi, tu vois, qui s'en foutent un peu. Après, qu'est-ce qui fait que. Alors là, par exemple, je vois. Je prends le cas de Kara, mais je sais que c'est le cas de beaucoup de gens, beaucoup d'autres gens. Quelqu'un qui va me dire, je suis plus DB ou One Piece. Et j'ai le sentiment, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, que il y a un rejet de la commune Naruto de la part de certaines personnes appréciant les mangas en général. Et je me demande pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'il y a cette image que la commune Naruto, c'est des petits gamins ou. Tu vois, qu'est-ce qui fait que la commune Naruto, elle est rejetée à ce point-là? Moi, je suis dans aucune commune, donc je m'en bats les reins, hein. Le but, c'est pas de défendre ma paroisse ou quoi, je m'en fous, moi, de Naruto. Comme je vous ai dit, j'ai lu le début, c'est sympa, j'ai pas lu la suite. Mais qu'est-ce qui fait que, souvent, quand on dit Naruto, les gens ils sont en mode ah ouais, non, Naruto, ouais, non, ça m'intéresse pas, ça. Moi, je préfère Dragon Ball, tu vois. Je me demande. Gatekeeping pour pas grand-chose. J'ai connu Naruto, j'en avais 22, ok, ok. Je dois avouer que. Alors, c'est quoi? J'ai plutôt eu un coup de cœur pour Dr. Stone. Oui, ouais, alors, vraiment rien à voir là pour le coup en plus. J'aime beaucoup, étant très fan de science, étant scientifique à la base, j'ai beaucoup aimé aussi Dr. Stone. J'ai pas ce ressenti, mais bon, tout est une question de hype. Non, mais c'est vrai que c'est rigolo de voir à quel point. Genre, si j'avais dit la même chose pour Dragon Ball, je pense qu'il y aurait plus de gens qui seraient en mode oh, trop bien, un parc Dragon Ball, tu vois. Le fait de dire Naruto, je sens qu'il y a plein de gens qui sont en mode oh, Naruto, bon, balèque un peu. Et c'est rigolo, je trouve. Parce que ça reste quand même aujourd'hui top 3, top 3 plus grosses licences manga ever, tu vois. Et c'est rigolo c'est un petit peu, tu prends One Piece, Dragon Ball, Naruto, c'est un peu le rejeté des trois, j'ai l'impression, parmi certaines personnes.
Point de vue de. Alors attends, mon point de vue de mec de 42 ans, il y a une mentalité dégueulasse chez les fanboys de manga anime, comme les supporters de foot, ils ont besoin de dénigrer ce qu'ils aiment pas et glorifier H24 ce qu'ils préfèrent. Je suis d'accord, c'est vrai que je vois souvent ça passer. Après, moi, j'ai en soi un peu cette chance de pas faire partie de ça, tu vois. Mais je vois des collègues, par exemple, qui parlent plus souvent d'animé, de manga, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est très compliqué parce que c'est fou à quel point c'est des communautés qui, malheureusement, alors que bah, genre, tout le monde aime en soi le même média, tu vois, genre, c'est cool d'avoir une passion en commun, de se dire j'aime les mangas, j'aime les animés, j'aime. Et le fait que les gens se scindent en mode non, mon manga c'est le meilleur, le tien c'est de la merde, non. Pourquoi en fait? Pourquoi? Je sais pas. Je pense pas qu'il y a besoin de ça, tu vois. Et je sais pas qu'est-ce qui fait que. Après, est-ce que aussi. Alors là, il faut. Là, c'est encore une discussion différente, tu vois, mais est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est un effet Twitter? Ou parce que sur Twitter, il se passe ça, on a l'impression que les gens sont comme ça, mais qu'en réalité, c'est une minorité parmi les fans de manga et que la plupart, ils sont très cool et ils s'en battent les couilles. C'est juste que tu les vois jamais parler parce que c'est une communauté silencieuse de base, tu vois. Moi, je suis plus partisan de ça. Je pars du principe que la plupart des gens, ils s'en battent les reins et que c'est juste quelques personnes qui sont malheureusement trop bruyantes qui font qu'on a cette sensation que la commu manga se déteste. Mais je pense que c'est un épiphénomène propre à Twitter et que c'est pas dans la vraie vie. Est-ce que les gens se crachent vraiment dessus comme ça? Je pense pas, tu vois. J'ai pas cette impression d'agressivité entre lecteurs de ce média. Non, pareil, tu vois, mais dans la vraie vie. Dans la vie de tous les jours, non. Par exemple, tu vas à Japan Expo, les gens ils sont pas en train de pourquoi t'es habillé en ça? Non, ils sont non, c'est cool. Tu vas avoir un mec habillé en Naruto à côté d'un mec habillé en Luffy et puis c'est très cool, tu vois. Et j'ai vraiment l'impression, je sais pas. Le débat est ouvert encore une fois, hein. Mais c'est des questions que je me pose parfois, voilà. Mais donc voilà, mesdames et messieurs, pour cette première petite chronique. Est-ce que ça vous fait plaisir, le retour des chroniques de Mitsu ou pas? Alors là, c'est encore balbutiant. Je vais essayer de développer le truc pour que on, on, on fasse des trucs peut-être un peu plus sympas au fur et à mesure. Carrément, oui. Ah, ça fait plaisir. Yes, merci Mitsu, content de te revoir. Merci, ça fait plaisir. Ça me permet d'avoir les infos du Japon. Bah écoute, pareil, c'est vrai que dans ce que je fais habituellement sur YouTube, etc., j'ai jamais vraiment l'occasion de parler de l'actualité pure, tu vois, ou parfois de ce genre de mini-sujets, pour pas dire micro-sujets, qui sont sympas et qui méritent d'être partagés, mais que je peux pas en faire une vidéo, si vous voulez. Je vais pas faire une vidéo sur le parc Naruto dans le... Non, je peux pas, tu vois. Donc c'est cool d'avoir un endroit où je peux le faire. C'est ce que j'aimais faire à l'époque où je faisais les chroniques. Donc c'est cool de pouvoir le refaire ici, tous ensemble. Enfin, moi, ça me fait plaisir en tout cas.